mois de juin. Visite du Premier ministre israélien au Kenya. Benjamin Netanyahou et Uhuru Kenyatta veulent s'unir pour lutter contre le terrorisme. Puis réunion des membres de l'Association des anciens ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Ils ont échangé sur le partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Et voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par une note du Tchad où le syndicat des magistrats SMT a déclenché une grève de 2 semaines. Il réclame le paiement d'arriérés et de primes et de meilleures conditions de sécurité pour les juges. Il faut dire que les magistrats tchadiens peu habitués au mouvement d'humeur avaient déjà déclenché en juin dernier une grève d'avertissement de 3 jours mais qui n'avait pas abouti. Et donc, nous passons maintenant au Zimbabwe où on reste dans le même registre. Fonctionnaires et enseignants ont abandonné respectivement bureaux et salles de classe ce mardi. Un mouvement de grève dont l'objectif est de protester contre le non-paiement de leur salaire du mois de juin. Plus de précisions à travers ce reportage. L'objectif de la grève est de protester contre le non-paiement des salaires des fonctionnaires au mois de juin. Un mouvement suivi à Harare où dans de nombreuses écoles on note l'absence des enseignants. Les fonctionnaires eux aussi ne se sont pas présentés dans leurs bureaux. Seuls les membres des forces de sécurité ont été payés en juin dans le pays. Les autres agents de l'État n'ont pas été payés faute de liquidité. Ils ont toutefois perçu $100 en avance sur leurs salaires respectifs. Ce mouvement de grève au Zimbabwe est le dernier d'une série de protestations. Il pourrait bien s'amplifier, plusieurs autres syndicats ayant appelé à la grève pour protester contre la crise dans le pays. Notons que Amnesty International a dénoncé l'usage déplorable de la force policière contre les manifestants et appelé la police à cesser de recourir à la force pour faire taire les voix dissidentes. Lundi, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène, de canons à eau et de matraques des chauffeurs de bus qui protestaient contre la corruption policière. La manifestation s'est soldée par une arrestation de 94 personnes. En Afrique du Sud, la campagne pour le compte des municipales bat son plein. En feu, il y a 2 semaines après de violentes manifestations liées à des dissensions au sein du parti au pouvoir, le township de Hammanskraal, au nord de Pretoria, a accueilli le président Jacob Zuma en héros ce mardi. Suivons ici un extrait de ses propos auxquels réagissent quelques électrices. Si vous votez pour l'ANC, votre vote apportera du changement parce que l'ANC a le pouvoir de changer l'Afrique du Sud. Ce serait embarrassant si d'autres partis prenaient le pouvoir ici, dans le Gauteng. Il y a beaucoup de supporters pour l'ANC ici. Ils ne sont pas pour le FF ou l'ADA. Ça, c'est des minorités. On ne vote pas pour le FF ou l'ADA. Ils sont venus ici hier, mais nous nous sommes battus longtemps. Et nos ancêtres se sont battus pour le Congrès national africain. Et on continue à voter pour l'ANC. Beaucoup de choses ont déjà changé grâce à l'ANC. À Kanama, il y a des rues maintenant et des écoles. Nous avons des nouvelles écoles. Pourquoi certaines personnes ne croient pas en l'ANC? Ils disent que l'ANC ne fait rien pour eux, mais ils ont des tablettes et plein de choses. Nous vivons dans des maisons HLM et nous n'avons pas d'eau. C'est le principal problème. C'est l'eau que nous voulons avant tout. Nous en avons assez des promesses vides. Mandela a accompli de grandes choses, mais depuis Zuma, pour ce que je peux en voir, le seul problème, c'est que nous avons besoin d'eau. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a effectué ce mardi sa toute première sortie publique depuis 1 an. Il s'est recueilli sur la tombe des martyrs de la guerre d'Algérie à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance du pays. Il a ensuite écouté une prière avant de recevoir les honneurs de la garde républicaine. Bouteflika, il faut le dire, dirige l'Algérie depuis 17 années. Il a été élu pour un 4e mandat en 2014.
Les États-Unis ont mis en garde ce mardi contre un risque d'attentat contre des expatriés et des visiteurs étrangers dans la plus grande ville du Nigeria, Lagos. Cet avertissement intervient au moment où les musulmans nigérians s'apprêtent à célébrer la fin du mois de jeûne de musulmans. Les précisions. Aujourd'hui, c'est la veille de la fin du Ramadan. Tout le monde vient au marché et achète de nouveaux vêtements. Nous devons donc être très soignés. C'est pourquoi vous voyez autant de monde sur le marché et tout le monde essaie de faire quelque chose de bien pour se préparer pour demain. Ce ne sont pas que des vêtements, nous achetons aussi de la nourriture. Nous prenons soin de la maison. Tout le monde veut juste être beau. Cette joie et cet optimisme contrastent avec la menace qui plane sur la célébration de la fin du mois de jeûne musulman au Nigeria. En effet, la mission diplomatique américaine au Nigeria informe que des groupes associés à des activités terroristes pourraient préparer des attaques contre des hôtels de Lagos fréquentés par des visiteurs internationaux, y compris les hôtels du bord de mer durant les vacances de l'Aïd el-Fitr. Des avis similaires avaient été publiés par l'ambassade des États-Unis en décembre 2015, mai 2014, portant sur des attentats contre des hôtels Sheraton, avril 2012 et novembre 2011, concernant des hôtels de la capitale fédérale, Abuja. Et pour marquer la fin du mois sacré du Ramadan cette année, mardi et mercredi sont fériés au Nigeria. Mégapole de 20 millions d'habitants située dans le sud du pays, Lagos a toujours été relativement épargnée par les violences menées depuis 2009 dans le nord et le nord-est du Nigeria par les militants islamistes de Boko Haram. Direction le Kenya où le président Uhuru Kenyatta et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont dit oui ce mardi dans la lutte contre le terrorisme. Les deux autorités ont en effet promis une coopération accrue face à ce défi. Une promesse faite dans le cadre de la visite du premier ministre israélien au Kenya. Voici respectivement une substance des interventions du président kenyan et du premier ministre israélien. We need to partner with each other. Nous devons travailler main dans la main. Nous devons pouvoir faire face aux risques sécuritaires ensemble. Et nous pensons qu'il y a un besoin pour nous, en tant que continent, de réengager le dialogue avec Israël sur une base plus positive, en gardant en tête qu'un partenariat peut aider le monde à devenir plus sûr. Et le Kenya va aussi pousser pour qu'Israël puisse à nouveau avoir un statut d'observateur à l'Union africaine. Her observer position at the African Union. Israël revient en Afrique et l'Afrique revient en Israël. Nous croyons que nous avons le même potentiel. Nous croyons que l'Afrique est un continent en plein essor, ce qui sera bénéfique pour tout le monde. Et en travaillant ensemble, tout le monde y bénéficie. Et les gens, les citoyens du Kenya qui écoutent aujourd'hui doivent savoir que les résultats concrets de notre coopération ne peuvent être que davantage de prospérité et davantage de sécurité. Au Cameroun, le président Paul Biya a annoncé ce lundi qu'il accordait une remise de peine à l'avocate française d'origine camerounaise, Lydienne Yen Eyoum, condamnée à 25 ans de prison pour détournement de fonds publics. Une nouvelle qui suscite des réactions notamment au sein du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et de la famille de Lydienne Eyoum. Suivant. Le président a demandé qu'on libère Maître Eyoum, mais n'a pas dit que les 25 ans sont abrogés. Et donc, si on libère, comment? Donc, vous êtes libre, mais on ne sait pas, peut-être demain, on peut vous rappeler pour vous dire, mais non, c'était une erreur. On a vu ça, un ministre qui est arrêté, qui est libéré, qui est arrêté, qui est libéré. Donc, quand même, dans sa libération, les conditions de la libération totale ne sont pas posées. C'est-à-dire, Maître Eyoum n'est pas libre en disant, bon, vous êtes non coupable, vous êtes blanchi. Ce n'est pas ça, c'est que le président décide que vous êtes dehors. C'est la seule décision du président de la République. Et là, ce n'est plus un problème judiciaire, c'est un problème présidentiel. Soit, donc, ça veut dire que si le président n'est pas là demain, Maître Lydienne peut retourner en prison par la volonté de ceux qui vont dire, ben, le président n'est plus là et il ne décide pas à notre place. C'est un grand ouf de soulagement pour une famille comme celle-ci,
parce que c'était des frustrations, tout le monde était crispé, parce qu'elle est quand même leader dans cette famille. C'est une leader. Il est vrai que dans cette famille, il n'y a pas qu'elle, mais elle était quand même au centre. Et je crois que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est une surprise. C'est une surprise dans la mesure où le tribunal, où les juges avaient prononcé leur décision et elle avait été condamnée. Et si elle avait été condamnée, elle devait purger sa peine. Mais si aujourd'hui, pour peu qu'au passage de François Hollande au Cameroun, un journaliste a posé la question au prince Paul Biya et qu'il ait dit que non, qu'il devait juger à temps opportun ce qui avait lieu à faire. Bon, un an jour pour jour, ce qui a été fait, et Lydienne a été libérée. L'Association des anciens ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite a organisé un dîner-débat à Abidjan. À l'occasion, les anciens diplomates ont échangé sur le partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Réunis autour d'un repas et dans un esprit de convivialité pour partager des réflexions autour d'un sujet d'intérêt public et politique, les relations entre les États-Unis et l'Afrique et plus spécifiquement le partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Les États-Unis restent un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire. Nous allons continuer à travailler dans les différents secteurs où nous investissons, à travers le compact avec le Millennium Challenge Corporation, à travers nos investissements dans le secteur de santé, à travers le travail que nous faisons pour attirer l'investissement américain ici en Côte d'Ivoire. Invité de la deuxième édition du dîner-débat de l'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite, Patrick Terence Macaulay a reconnu et salué les performances réalisées par la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines, ce qui a sans nul doute permis au pays d'accéder le 16 décembre 2015 au programme compact du Millennium Challenge Corporation MCC. Ce programme vise à réduire la pauvreté en créant les conditions d'une croissance inclusive de l'économie. Il finance sous forme de dons d'importants projets d'infrastructure, de développement humain, de gouvernance et de renforcement des capacités. C'est un partenariat. Nous ne nous abandonnons pas dans les bras des États-Unis pour dire bon, les États-Unis vont tout faire pour nous. Nous, dans notre pays même, nous organisons, notre gouvernement organise une politique qui permet, tout en coopérant avec les États-Unis, de pouvoir avancer sur un certain nombre de projets. Véritable organisation de promotion et de redynamisation des activités de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, l'IC entend montrer les potentialités et les avancées diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les États frères du monde entier. Ainsi, à partir du 19 septembre 2016, quelques entrepreneurs ivoiriens participeront aux côtés de dirigeants africains et 200 chefs d'entreprise américaines et africaines à la deuxième édition du Forum Afrique-États-Unis, initié par le président Barack Obama. Puis la Sierra Leone a lancé des opérations de nettoyage de ses plages de la région de Freetown, la capitale. Elles sont envahies depuis quelques jours par des algues malodorantes qui affectent le tourisme et la pêche. L'apparition de ces algues sur les plages sierra-léonaises n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est la deuxième fois en 5 ans que le phénomène atteint une telle ampleur. Depuis 2011, elles apparaissent généralement durant la saison pluvieuse en raison de conditions météorologiques inhabituelles dans l'hémisphère nord, a expliqué un spécialiste. Elles ont tardé à arriver cette année, mais elles sont arrivées de manière spectaculaire, a-t-il poursuivi. Conscientes des difficultés rencontrées par les populations, dont les pêcheurs, mais aussi les touristes, les autorités ont pris des mesures à court terme de nettoyage des plages en collaboration avec les acteurs clés comme le ministère du Travail et l'Agence pour la protection de l'environnement, a déclaré le ministre du Tourisme, Sidi Yaya Tunis. Beaucoup de pêcheurs ont indiqué être dans le désarroi depuis l'arrivée des algues, peinant à réaliser leur prise quotidienne qui approvisionne habituellement les marchés locaux et hôtels riverains. Quand nous lançons nos filets, tout ce que nous remontons, ce sont des algues à l'odeur insupportable, s'est lamenté l'un d'entre eux. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, à très bientôt.